Bonjour à tous et merci Samir du coup, de m'offrir la possibilité de présenter mon travail. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé jusqu'ici des applications de l'insecte dans le domaine du feed. On commence à l'évoquer un petit peu dans le domaine du food. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de rentrer un petit peu dans le concret et de parler vraiment du développement des nouveaux produits, cette fois-ci dans les pays occidentaux. Et donc je vais vous présenter ici la première étape d'une démarche raisonnée de formulation d'un steak d'insectes. Ça tombe bien, on va bientôt les manger. Et c'est une démarche qui est novatrice parce qu'elle prend en compte dès le début les problématiques qui sont liées au consommateur et particulièrement à son comportement. Alors on va replacer un petit peu les choses dans leur contexte. Comme le dit la FAO dans son rapport de 2013, actuellement la demande en protéines ne cesse d'augmenter, que ce soit du fait de la croissance démographique, mais aussi de la croissance du pouvoir d'achat et aussi d'une transition, d'une évolution des modes alimentaires. Pour satisfaire cette demande en protéines croissante, nous devons être capables d'ici environ 2050 d'augmenter considérablement les productions animales, alors que même que nous savons aujourd'hui que ces productions ne sont pas durables, qu'elles impactent considérablement l'environnement, que ce soit en consommant des ressources ou en émettant des substances polluantes. Alors nous le savons, l'insecte est une alternative intéressante, que ce soit sur les plans nutritionnels ou environnementaux, puisqu'il va consommer beaucoup moins de ressources, qu'il s'agisse d'espace, de nourriture, d'eau, et qu'il rejette beaucoup moins de substances polluantes, notamment les gaz à effet de serre et les substances azotées. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ordinateur. Ah, je ne pensais pas que ça s'affichait aussi sur l'écran, mais si. Bon. Voilà, donc tout ça c'est bien beau, mais en fait le problème c'est que si les insectes entrent dans la consommation, les habitudes de consommation traditionnellement dans les pays tropicaux, ce n'est pas le cas chez les populations occidentales, chez qui elles restent vraiment anecdotiques. Bon, pourquoi ? Alors, en fait, la mise en place de la consommation d'insectes chez les populations occidentales rencontre un certain nombre de verrous que nous avons bon espoir de lever dans les prochaines années. Premier obstacle, le consommateur lui-même, c'est-à-dire ses habitudes alimentaires que nous cherchons à bouleverser, sa crainte de la nouveauté, sa mauvaise opinion des matières premières animales, ou encore son aversion pour les invertébrés et en particulier les insectes. Point positif, on assiste actuellement à une véritable prise de conscience des problématiques environnementales chez ce même consommateur, qui dès lors que cette prise de conscience est effectuée, se montre d'autant plus ouvert à modifier ses habitudes alimentaires. Second obstacle et non le moindre, la législation, puisque les insectes font partie de la catégorie des nouveaux aliments. Alors sur ce point, du coup, la commercialisation d'insectes nécessite d'obtenir une autorisation de mise sur le marché préalable. Et sur ce point, le passage de la réglementation de 1997 à celle de 2015, qui entrera donc prochainement en application, devrait nous permettre de clarifier le statut de l'insecte et surtout de faciliter les démarches. Donc c'est un point très positif qui nous encourage vers le développement de vos produits. Autre obstacle en termes de mise en œuvre, puisque pour le moment, il existe surtout des petites productions d'insectes, petites unités de production, encore rares, et que donc forcément ça se répercute sur les coûts de production et inévitablement sur les prix de vente, qui font de l'insecte un mets de consommation de luxe, bien loin de se substituer aux produits animaux. Alors à ce niveau-là, la multiplication et l'automatisation des unités de production d'insectes, à laquelle on assiste actuellement, devrait bientôt permettre de solutionner ce problème et de diminuer les prix de vente, nous l'espérons, pour démocratiser la consommation d'insectes. Et enfin, dernier obstacle, c'est celui qui concerne les connaissances, le manque de connaissances plus exactement, puisque les pays les plus capables de s'investir dans l'effort de recherche concernant les insectes, à savoir les pays occidentaux, ne s'y intéressent que depuis très récemment. Du coup, dans ce contexte, la mise en place au niveau des pays occidentaux des insectes comestibles entraîne un certain nombre de challenges, dont deux majeurs. D'abord, la nécessité de sensibiliser le consommateur en jouant, et c'était très important, simultanément sur la diminution des perceptions négatives associées à l'insecte, qui, comme on le voit sur ce schéma, sont très présentes et très corrélées à la notion d'insecte.
et en même temps d'améliorer, d'augmenter les perceptions positives jusqu'à ce que finalement l'insecte s'impose dans l'esprit du consommateur occidental comme un aliment normal et surtout un aliment sain et bon. Second challenge, et c'est celui qui vraiment nous intéresse ici, c'est la nécessité d'impliquer le consommateur, et ceci tout au long, et j'ai envie de dire dès le début de la démarche de conception des nouveaux produits. Ça veut dire pas seulement au niveau des étapes finales de validation d'un prototype, mais dès le début de la réflexion sur l'idée produit. Et ceci afin de s'inscrire dans la durée sur le marché, ce qui représente un vrai défi pour l'insecte dans un contexte où seulement, moins de la moitié des nouveaux produits lancés en alimentaire restent sur le marché plus de 6 mois. Alors, dès lors, compte tenu de ces problématiques, le développement de nouveaux produits à base d'insectes nécessite un effort spécifique, un effort particulier de recherche et développement pour triompher à la fois de ces barrières qui existent chez le consommateur et chez les autorités sanitaires, c'est normal, et pour s'inscrire de façon pérenne sur un marché qui est à la fois très innovant et très concurrentiel. Et c'est donc bien conscient de ces challenges, de ces problématiques, que Giminis, l'entreprise, a choisi de s'associer avec l'UMR Génial pour travailler finalement sur la mise sur le marché d'un produit de consommation courante destiné à démocratiser la consommation d'insectes, à savoir l'InSteak, le steak d'insectes. Bon, Giminis, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est donc une start-up qui a été créée en 2012, qui compte aujourd'hui 18 salariés, donc qui a bien grandi. Et qui commercialise 3 gammes de produits, une qui s'articule autour du partage, le partage de quelques insectes croustillants autour d'un verre à l'occasion de l'apéritif. Une seconde qui s'articule autour de la cuisine et qui va vous proposer d'incorporer dans vos diverses préparations culinaires du miel ou encore des pâtes alimentaires ou des insectes. Et une dernière qui s'articule autour de la notion du produit pratique finalement et qui vous propose des barres de fruits secs aux protéines d'insectes que vous pourrez emporter partout avec vous et consommer en n'importe quel moment. Ce que vous connaissez peut-être un petit peu moins, c'est l'UMR Génial, donc l'UMR Ingénierie Aliments Procédés, qui est donc une unité mixte de recherche qui appartient à l'INRA, l'Institut National de Recherche en Agronomie, et qui combine à la fois des compétences complémentaires et des approches originales. Alors, d'abord, on va parler de l'approche du consommateur, qui est développée dans les équipes Home Aliments Procédés, et qui consiste en fait à prendre en compte dès le début de la réflexion sur le produit les spécificités et la variabilité des consommateurs. C'est très important quand on développe un produit comme le steak haché. Ensuite, l'approche produit-procédé, qui elle se focalise plutôt sur l'étude de la physico-chimie des aliments et des interactions entre les composants au sein de l'aliment, et ceci dans des milieux complexes, ce qui est assez novateur par rapport aux démarches classiques et aux publications courantes, qui travaillent essentiellement dans des milieux modèles, mais qui ne reflètent pas la réalité. Donc le laboratoire de l'UMR Génial, il propose aussi un certain nombre d'équipements intéressants dans ce genre de démarche. Par exemple, une cuisine expérimentale entièrement équipée d'un système de caméra discrète, avec une régie externe et qui permet finalement d'observer le consommateur dans des conditions exactement comme s'il se trouvait dans sa cuisine. Et aussi, par exemple, un système de réalité virtuelle qui va nous permettre, par exemple, de tester des produits sur le consommateur, alors qu'ils n'existent pas encore. Et du coup, ces deux approches, elles vont se combiner d'une façon intéressante pour nous permettre de mettre en place dans ce projet une démarche d'ingénierie reverse, ce qui consiste en fait à partir de l'étude des consommateurs pour définir les caractéristiques de notre produit cible et ensuite seulement d'exploiter le potentiel de la matière première afin de retrouver ces caractéristiques. Au contraire de la démarche classique qui consiste finalement à partir de la matière première pour élaborer un produit qui sera lancé sur le marché, testé sur le consommateur, alors même qu'un travail considérable a déjà été réalisé en amont et que tout risque d'être perdu en cas d'échec lors du crash test. Voilà, donc il vaut mieux bien réfléchir à notre produit. Alors quand on veut commercialiser un nouveau produit sur le marché, il faut s'intéresser aux autres produits qui se trouvent sur ce marché et avec lesquels il rentrera en concurrence, avec lesquels il sera comparé. Et donc, nous avons cherché à positionner notre futur steak haché sur le marché du steak haché actuellement. Un marché qui est très diversifié, ce qui peut se voir déjà en termes de structure. On va trouver des steaks hachés, bouchés, tartare. Également au niveau de la stabilisation, que ce soit cru ou cuit, réfrigéré ou surgelé. À cela s'ajoutent des variations d'ingrédients qui portent notamment sur l'origine de la viande utilisée, une viande animale, végétale ou encore synthétique.
et des variations de nutriments portant généralement sur les teneurs en protéines, lipides ou encore collagène. Et également des variations en termes de formulation qui consistent simplement à utiliser différents additifs pour texturer, conserver, colorer, aromatiser le produit. Le tout étant démultiplié par la diversité des marques et des prix de vente disponibles sur le marché. Et à cette première diversité de produits crus disponibles sur le marché s'ajoute une seconde diversité, c'est celle de la mise en œuvre, la cuisson essentiellement, qui est en fait une étape clé dans la préparation et la dégustation, finalement l'obtention des caractéristiques d'un produit comme le steak haché, puisqu'elle va être capable tantôt d'exalter, tantôt de gommer les différences qui existent entre les produits crus disponibles sur le marché, voire même d'en faire apparaître de nouvelles à partir de deux steaks hachés rigoureusement identiques. Alors après avoir fait ce constat, nous nous sommes donc posé la question de la mise en œuvre réelle par le consommateur dans ses conditions de mise en œuvre habituelles chez lui. Et nous avons donc monté une étude en vue d'observer le comportement spontané des consommateurs en conditions réelles, mais en conditions contrôlées et surtout permettant d'observer et de filmer cette cuisson. Alors on s'est vite rendu compte de trois contraintes, trois problématiques importantes. La première, qui ne figure pas sur mon diaporama, mais qui est assez évidente, c'est que on ne pouvait pas travailler à partir d'un steak d'insectes, puisque nous n'avons pas le droit de les faire déguster et de les faire mettre en œuvre. Qu'à cela ne tienne, nous avons choisi de travailler sur un produit similaire, le steak haché de bœuf, un steak haché standard. Seconde contrainte, il ne fallait pas que le consommateur soit influencé par les conditions de l'étude. Nous devions donc lui proposer le matériel de son choix, éventuellement de l'aide pour l'utiliser, mais sans jamais l'influencer. Troisième contrainte, le projet ne devait pas non plus influencer le consommateur, c'est-à-dire que nous devions être en mesure d'observer et de filmer la cuisson, également de l'interroger au besoin sur ses pratiques de cuisson, mais sans qu'il s'en rende compte. Et ceci afin de ne pas influencer d'une part son propre comportement, mais aussi d'autre part le comportement des personnes suivantes avec lesquelles il risquait de discuter en sortant de l'expérience. Alors pour ça, nous avons construit notre démarche en 3 étapes. D'abord, une première étape de cuisson, durant laquelle nous laissions le consommateur en autonomie dans la cuisine, avec à sa disposition un large set de matériel, 4 plaques, 3 poêles, 5 ustensiles, et un steak standard, le même pour tout le monde. Et nous filmions la cuisson. Ensuite, nous proposions au consommateur de déguster son steak, et ceci en fait afin de lui laisser croire que l'étude portait sur le produit lui-même, l'évaluation du produit, et non finalement sur l'observation de la cuisson qui avait précédé. Et donc pour terminer, nous avons réalisé un entretien orienté plutôt sur les caractéristiques du produit, mais dans lequel se glissaient innocemment quelques questions sur les pratiques de cuisson, nous l'espérons, qui étaient bien amenées. Alors cette étude, elle s'est déroulée sur 3 jours. Nous avons fait passer 50 consommateurs et pour cela, nous avons bénéficié des facilités de la cuisine expérimentale, équipée donc du système de caméras discrètes. Puis, nous avons analysé les résultats. Alors, l'analyse des 50 enregistrements vidéo, qui durent chacun entre 10 et 20 minutes, ça va quand même du simple au double, première diversité. On montre une énorme diversité en termes de pratiques. Que ce soit au niveau du matériel, le type de plaque, le type de poêle, d'ustensiles, de matière grasse, ou même, et ce qui n'est pas représenté sur ce diaporama, la diversité des étapes mises en œuvre, le choix des ingrédients, les actions effectuées. Les consommateurs, à partir du même matériau de départ, ne réalisent pas la même chose. Si on s'intéresse maintenant aux termes spontanément utilisés par les consommateurs pour décrire le produit qu'ils avaient finalement obtenu, on constate ici même, de nouveau, une énorme diversité dans le vocabulaire utilisé. Alors, on a fait passer 50 consommateurs sur le même steak haché et on a obtenu 400 mots, dont environ une centaine de mots différents, dont certains qui nous semblent assez proches et qui, nous pouvons le penser, servent à décrire les mêmes caractéristiques. Ces descripteurs portaient tantôt sur la flaveur, sur l'aspect, la structure du produit, la texture en bouche ou l'avancement de la cuisson. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre finalement de communiquer avec le consommateur. Ça peut être intéressant pour les équipes de marketing, mais aussi pour le développement et surtout les essais sensoriels et les essais consommateurs, puisque nous allons pouvoir mieux dialoguer avec le consommateur et finalement réussir à décrire correctement un steak haché et à évaluer un steak haché.
Et autre chose, nous pourrions être tentés, du coup, pour faciliter ce dialogue, de regrouper ces termes, comme je l'ai fait ici sur le diaporama, pour ne garder que ceux qui nous paraissent les plus percutants. Mais en fait, c'est assez dangereux. Pourquoi? C'est l'objet de ma dernière diapositive, qui s'intéresse en fait cette fois-ci à la signification du vocabulaire utilisé lors de la description et de l'évaluation des produits, et qui montre que on trouve beaucoup de mots consensuels, mais aussi beaucoup de vocabulaire non consensuel en termes de signification. Par exemple, les caractéristiques moelleux ou bien graillon seront toujours connotées de la même façon dans les consommateurs, en tout cas l'étaient pour cette étude, à savoir avec une connotation respectivement positive et négative. Au contraire, les caractéristiques gras et fibreux sont perçues, sont interprétées de façon très différente selon l'individu. Pour certains, certains vont avoir tendance à rechercher cette caractéristique, d'autres à l'éviter au maximum. Et certains vont considérer qu'il existe un juste milieu, une sorte d'optimum, et que le produit doit s'orienter vers cet optimum. Alors cette diversité de connotations, de signification du vocabulaire utilisé, elle se retrouve non seulement dans les termes mêmes, mais aussi au niveau des produits. Par exemple, le terme grossier va évoquer pour certains consommateurs un steak haut de gamme, de qualité, un steak artisanal, traditionnel, bouché. Et pour d'autres, il évoquera au contraire un steak bas de gamme, industriel, un steak de cantine, qui a été mal fait, mal moulé et qui donc se défait dans la poêle. Que faut-il conclure de tout ça? Eh bien, quand on donne un produit au consommateur, le même produit, et qu'on le place dans les mêmes conditions de travail, le consommateur ne fait pas la même chose, même s'il faisait la même chose et qu'il obtenait le même produit, ce qui peut arriver. Il ne raconte pas la même chose, et même quand il utilise le même vocabulaire pour raconter la même chose, il ne veut pas dire la même chose. Donc, c'est très complexe. Et compte tenu du coup de cette diversité de comportements, cette diversité aussi d'attentes, de maîtrise de la cuisson, et puis du discours des consommateurs, qui est finalement très riche et très complexe, un formulateur ou un préparateur ne peuvent pas être représentatifs de l'ensemble des consommateurs ciblés par le développement produit. Et de la même façon, un itinéraire de cuisson qui va être utilisé pour tester des produits au sein d'une équipe de R&D, dans un laboratoire, dans une entreprise, ne sera pas représentatif de l'itinéraire de cuisson qui sera mis en œuvre par les consommateurs. Le pluriel est très important. Donc finalement, on peut fabriquer le meilleur steak du monde en le testant dans nos conditions de cuisson. Aucun consommateur n'en voudra si lorsque lui-même le met en œuvre avec son propre mode de cuisson, ça ne donne pas quelque chose de bon, ou du moins qui lui plaît. Voilà, donc actuellement nous travaillons sur l'intégration de cette diversité des consommateurs de steak haché, et notamment dans les prochaines études sensorielles, afin de travailler sur l'élaboration d'un produit qui réponde vraiment à cette diversité de consommateurs et qui leur permette de satisfaire leurs attentes. Je vous remercie de votre attention. Yes, thank you for a very interesting, nice presentation. You mentioned a lot about how people named the vocabulary used, right? Yes, yeah. I was just wondering, what do you think about the challenge as such with the vocabulary? Because for insect and insects meat and what insects are, our vocabulary is not some sort of updated to meet the demand. So was that an issue also for the people? Did you call it insect meat, what you bring into it, or did you call it insect powder? What did you name it? Autant le vocabulaire qui est utilisé par le consommateur, il est très important et il ne faut pas négliger ce paramètre, autant c'est très important de savoir utiliser le bon vocabulaire quand on présente la matière première et le produit. C'est vrai que le mot farine, par exemple, il est assez mal connoté. Donc, je ne sais pas si j'ai utilisé ce terme dans ma présentation, je n'espère pas. On va plutôt parler de poudre d'insectes, par exemple. Et puis on pourra parler de steak d'insectes. Alors, je ne sais pas si on peut parler de viande d'insectes, voilà, c'est encore quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Ce n'est pas vraiment mon domaine de compétence à moi, ça, je pense que c'est plus le domaine des équipes marketing qui vont réfléchir là-dessus et sur la communication autour du produit. Oui, est-ce qu'il y a des pays européens, voire en dehors de l'Europe, ça j'en suis sûr, chez lesquels vous pourriez faire ces tests consommateurs? Je pense que oui. Alors par exemple, la Suisse vient d'autoriser la consommation d'insectes, hein, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, certains produits ont été lancés sur ce marché. Donc ça pourrait être une option.
D'autres pays sur d'autres continents pourraient également être une option. Je pense que ce qui est important, c'est que ça reste des populations occidentales qui n'ont pas l'habitude de consommer des insectes et qui ont l'habitude de consommer des produits simili-carnés. Moi j'avais une question sur, on a vu la diversité des consommateurs et leur goût. Est-ce que vous, pour concevoir un produit, vous avez une population cible, un segment du marché précis, parce que tout le monde ne va pas apprécier de la même manière? Et comment vous allez réfléchir à choisir, si vous avez cette optique, de choisir la population, et quelle serait-elle? Ah, le choix de la population. Alors là, on rentre un peu dans des considérations, je pense, stratégiques aussi. Forcément, on va choisir une population qui consomme des produits simili-carnés ou des produits carnés, tout simplement, en espérant qu'ils diversifient leur alimentation. À savoir de façon plus précise quel type de consommateur on va cibler. Pareil, là, c'est vrai qu'on sort un petit peu de mon domaine de compétences, qui consiste vraiment à formuler un steak haché d'insectes en répondant à une contrainte qui est la définition de cette cible consommateur. Et du coup, qui sera plus du ressort des équipes marketing qui seront plus à même de vous répondre sur ce sujet.